J'invite dans cet épisode Sophie Plumer pour nous parler du lien entre management et vente. Nous allons aborder avec Sophie les ponts entre la discipline du management et la vente, pourquoi l'écoute est fondamentale dans le management, comment vendre et manager en étant soi-même, et l'importance du choix de son entreprise pour son évolution de carrière. Si le podcast vous plaît, je vous invite à visiter notre tout nouveau site web, leshéroesdelavente.com. Vous allez y retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, la newsletter Les Chroniques de la Vente, et enfin, vous allez y trouver notre playbook de vente qui regroupe l'ensemble des conseils et techniques que nous abordons dans le podcast. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Plumer. Sophie, bonjour. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur Les Héros de la Vente. Ouais, merci à toi. Tu m'as invité d'abord dans ton podcast Chef, donc tu vas nous le présenter. Et puis, c'est un plaisir de t'accueillir maintenant sur mon podcast. Alors, j'en profite pour te demander, peux-tu te présenter aux auditeurs, Sophie ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sophie, j'ai 35 ans. Je viens du monde du conseil. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un cabinet de conseil, d'abord en tant que consultante, puis ensuite en tant que responsable RH. Et depuis peu, finalement, depuis mars 2021, j'ai lancé mon entreprise qui s'appelle Chef, adossée à mon podcast, qui invite dans lequel j'invite des managers à témoigner de leurs meilleures pratiques de management. Et finalement, je me suis rendu compte de la force du podcast, de la force de l'audio pour les entreprises. Et donc, depuis, je produis des podcasts d'entreprise sur des thématiques RH et managériales. Ok, donc tu as créé une activité dans le B2B autour du podcast. Exactement, c'est ça. Sur mon expertise, en fait, qui est le management et les RH. D'accord. Donc, si dans les auditeurs, on a certaines entreprises qui se posent des questions sur ces thèmes-là et qui ont envie de créer un média autour du podcast, donc t'es la bonne personne à appeler. Exactement, surtout s'ils ont envie de créer un média de communication interne pour créer du lien entre leurs collaborateurs, accompagner des transformations, accompagner des processus RH. Ouais. Effectivement, ils peuvent m'appeler, me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site chef-fe.fr et je serai ravie de les accompagner. Ouais. Alors, on va pas faire un épisode sur les modèles économiques autour du podcast, même si c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle de management. Alors, quand je suis passé dans ton podcast la semaine dernière, on a parlé de management dans la vente. Donc, on va faire une sorte un peu d'effet miroir où moi, je vais te poser des questions sur le management au sens large, parce que toi, tu as interviewé beaucoup de managers, tu as été toi-même manager, pas forcément dans la vente, hein, sur d'autres domaines. Et donc, le sujet du jour, c'est comment bien se comporter en tant que manager, comment bien démarrer un poste de manager. On l'a choisi ensemble, ce sujet. Pourquoi tu voulais creuser un peu ce poste-là et notamment l'idée qu'il y a derrière de bien débuter son poste quand on est nommé manager? En fait, il y a deux éléments dans ma réponse. Le premier élément, c'est pourquoi le management est un point important. Pourquoi j'y consacre presque ma vie, je vais dire, en tout cas ma vie professionnelle. Et pourquoi c'est un sujet qui me passionne. Parce qu'en fait, les entreprises sont constituées
d'hommes, d'humains. Et la première force des entreprises, c'est la capacité humaine à bien fonctionner ensemble. Et en fait, je suis convaincue que si les collaborateurs d'une entreprise se sentent bien en interne, trouvent du sens dans leur métier, sont finalement bien managés, bien accompagnés, bien formés, bah en fait, l'entreprise derrière, elle surperforme. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, pour moi, le management est quelque chose de très important et de primordial finalement pour gérer une entreprise. Ouais. Et pourquoi c'est important, et enfin c'était un thème que je voulais aborder avec toi, notamment sur la prise de poste, qu'on soit jeune manager ou après dans son évolution, en fait on est toujours dans des prises de poste avec des nouveaux challenges et des nouveaux défis à la fois parfois sur son métier. Donc par exemple sur son métier de vendeur, on va passer de je sais pas de key account manager à directeur commercial. Bien sûr on a des défis sur son métier, mais on a aussi des défis en management. Et moi, j'ai fait le constat que très souvent, on se sent seul, en fait, quand on est manager. Qu'on prenne à chaque prise de poste, on se sent seul parce qu'en fait, on n'est pas souvent déjà bien accompagné par son entreprise, parfois pas toujours bien accompagné par ses chefs, et surtout, on est dans une position de leader, et un leader est un peu par essence seul. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est justement d'accompagner ces managers et ces leaders dans leurs actions managériales. D'accord. Alors, quand je parle à des entrepreneurs ou des directeurs commerciaux, souvent, on me dit que le management des équipes, c'est l'une des choses les plus difficiles dans ces métiers. Pourquoi, selon toi, c'est compliqué? Parce que c'est très intangible, je pense. Parce que ça nécessite plusieurs choses. Déjà, le management, c'est une matière humaine, donc c'est quelque chose de très intangible. Et par ailleurs, c'est aussi quelque chose qui change, où il n'y a pas de... C'est pas comme les maths, j'ai envie de dire, où 1 plus 1 égale 2. Non, là, c'est très différent en fonction de la personne qu'on a en face et de l'interaction, de la connexion qu'on arrive à créer avec l'autre. Et finalement, il n'y a pas de bonne recette. J'ai envie de dire, s'il y a une bonne recette, moi, que je peux donner, c'est d'être en permanence dans l'adaptation à notre interlocuteur. Pour chercher qui il est, quelles sont ses forces, quels sont ses axes d'amélioration, quel est son parcours, quelles sont ses aspirations, ses envies, ses enjeux. Et la difficulté, c'est que tout ça, on le comprend peut-être au démarrage de la relation, mais il faut continuer à comprendre tout ce que je viens de décrire pour chacun des collaborateurs qu'on va manager dans la durée, parce qu'en fait, ça évolue. La personne, elle progresse dans son métier, elle développe de nouvelles compétences, elle a des éléments dans sa vie personnelle qui vont impacter sa vie professionnelle. Donc, l'exemple le plus peut-être le plus commun, c'est quand on devient parent. Bah là, les priorités, peut-être, elles vont changer. Ou quand on a des aspirations de déménagement en province ou à l'étranger ou autre. Donc voilà. Donc en fait, la connaissance de l'autre, elle n'est jamais acquise. Et ça, c'est difficile d'être finalement tout le temps up-to-date et d'avoir une bonne relation avec autrui, en fait. D'accord. Alors, moi, c'est vrai que je pense qu'effectivement, on le dit souvent dans ce podcast, hein, c'est important de connaître ses forces, ses faiblesses pour évoluer dans sa carrière. Moi, j'aime beaucoup les tests de personnalité. Tu vois, par exemple, si vous tapez sur Internet 16personnalités.com pour comprendre un peu quelles sont vos forces, vos faiblesses. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que les managers, c'est une bonne idée de faire passer des tests de personnalité à ces équipes, ou au contraire, c'est plutôt une pratique à ne surtout pas faire? Non, moi je pense que c'est une bonne idée. Il faut qu'elle soit encadrée, Ouais. cette idée et cette pratique. Et je trouve que c'est bien si elle est accompagnée par un professionnel du développement personnel, à savoir un coach par exemple. Moi j'ai eu l'occasion de faire un test qui s'appelle Processcom. Oui. Et qui, je ne sais pas si tu le connais, en fait, qui analyse ta personnalité en fonction de 6 axes Oui. et
qui analyse aussi, en fonction donc, de ces axes, tes comportements sous stress et tes besoins pour réduire ton stress. Je pense que si un coach m'écoute, il va me dire c'est pas complètement ça, mais je le dis un peu avec mes mots et ma compréhension. Et finalement, je trouve que l'analyse des comportements sous stress, elle est super importante et intéressante dans le milieu professionnel parce que du coup, on comprend les travers des personnalités de soi-même déjà. Donc je trouve super important, mais aussi de ses collaborateurs, des personnes avec lesquelles on travaille. Et ça permet aussi de savoir ce qui va permettre à soi-même et à l'autre de réduire son stress. Je prends un exemple. Moi, donc dans ProcessCom, je vous ai dit, il y a 6 dimensions. Et en fait, ces dimensions sont classées d'ordre, par importance dans notre personnalité. On a tous les 6 dimensions dans notre personnalité et elles sont classées. Il y en a qu'on a plus que d'autres. Moi, j'ai une base de personnalité empathique. Ça n'étonnera personne. J'ai fait des RH, je fais du podcast, je m'intéresse aux autres. Voilà, j'ai une base de personnalité empathique. Quand je suis sous stress, je vais chercher par tous les moyens à savoir si les autres m'aiment. Et donc, du coup, je vais avoir des comportements qui vont pas être très justes dans les relations avec les autres. Et une manière de réduire ce comportement et ce stress, ça va être de me retrouver dans un environnement un peu cocooning, où je vais prendre soin de moi, très agréable, qui va être très agréable pour mes sens, etc. Maintenant que ça, je l'ai compris, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir quand est-ce que je suis sous stress et ce qu'il faut, ce qu'il faut pour faire baisser mon stress. Et je l'avais fait avec mes équipes. Et finalement, notre communication était bien meilleure parce que déjà, on s'était compris les uns les autres. Et parfois, j'avais une collègue qui me disait « Là, Sophie, ding ding, mon comportement sous stress, je sens qu'il est en train de s'activer. Donc, je sais ce qu'il faut pour faire baisser mon comportement sous stress et je vais le faire. » Et moi, j'étais OK avec ça puisque, j'ai envie de dire, je savais que c'était ce qui était bien pour lui ou pour elle. Donc voilà, ça c'était... Et en faisant ça, en fait, on avait fait appel à une coach qui nous avait fait passer des tests de personnalité, donc ProcessCom, qui nous avait débriefé individuellement, puis ensuite on en avait débriefé personnellement. Et ça, j'avais trouvé que c'était vraiment une démarche en plus de création d'un collectif qui était assez fort. Donc si ça peut être une bonne pratique pour un manager commercial, par exemple, ou un directeur commercial, un moment pour fédérer et créer davantage de confiance au sein de son équipe, ça peut être une bonne manière de faire et ça coûte pas forcément très très cher. D'accord, donc ça c'est un conseil qu'on donne aussi beaucoup dans ce podcast, hein, c'est de ne pas hésiter à faire appel à des coachs. Alors moi je parle beaucoup de coachs de vente, mais effectivement les coachs en développement personnel, ça peut débloquer ou optimiser des situations professionnelles. Je modère peut-être juste, je te disais, je trouve que c'est une pratique qui est intéressante si elle est encadrée, parce qu'en fait, le risque pour les tests de personnalité, c'est de mettre les gens dans des cases. Okay. Et donc, de dire, ah oui, toi, t'es introverti ou extraverti, donc voilà, mais finalement, d'ailleurs, parfois, il n'y a pas vraiment de donc, c'est juste, t'es comme ça, je sais que t'es comme ça, et voilà, le coach, lui, permet vraiment... d'expliquer, de répondre aux questions, de faire des parallèles, donc je trouve qu'il apporte beaucoup plus de matière qui évite ce côté toi tu es comme ça, tu ne sortiras pas de ta case et un peu t'es catalogué, ce qui est un peu le risque des tests de personnalité qu'on peut faire tout seul. Ouais, c'est vrai qu'on est catalogué, on a une étiquette, alors que souvent, ces personnalités-là peuvent se modifier selon son environnement, selon les gens que l'on côtoie, mais aussi ça se modifie dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personnalité d'une certaine couleur à un moment donné, et puis quand on grandit, on devient plus mature, et puis notre personnalité change aussi. On reste pas figé. Exactement, évolue. Ouais, exactement. Très bien. Alors, je me mets à la place un peu des auditeurs qui veulent prendre des informations sur les bonnes pratiques du management. Si on prend par exemple quelqu'un qui va, le mois prochain, on est en novembre 2021, démarrer un poste de manager, et il va devoir manager une nouvelle équipe
Donc ça peut être quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a déjà été manager dans une autre entreprise. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été promu et c'est la première fois qu'il va faire ce poste de manager. Quels sont les conseils que tu lui donnerais pour bien commencer son job? Ouais. Alors le premier conseil que j'ai envie de lui donner, et il peut le faire même avant de prendre son job, c'est de se poser la question, quel manager il est ou elle est. Ça veut dire quelles sont ses valeurs, quelles sont ses convictions, quel rôle il a envie d'avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. Est-ce qu'il a envie d'avoir peut-être un rôle de mentor, peut-être un rôle plutôt de coach au sens formateur, peut-être un rôle, je sais pas, d'inspiration sur tel et tel sujet. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un manager n'est pas parfait et ne peut pas tout faire. Par contre, il peut un peu teinter, colorer son management et essayer d'être voilà, très positif, inspirant peut-être sur certaines facettes du métier et du management pour ses collaborateurs. Donc ça, c'est la première chose. En tout cas, moi, c'est une question que je me suis posée et qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup aidée quand j'ai pris mon rôle de manager parce que finalement, ça m'a aussi aidée à prendre des décisions, à organiser mon équipe. Par exemple, moi, je me suis toujours dit que j'avais pas envie de fonctionner en étoile, d'être un manager qui fonctionne en étoile, à savoir, je suis le centre de mon équipe et j'interagis de manière unilatérale avec chacun de mes collaborateurs. Moi, j'avais vraiment envie, autour de moi, de créer un système, finalement, de ne pas être essentiel dans le fonctionnement de l'équipe. Et j'avais envie que mes collaborateurs puissent échanger entre eux, s'aider, s'entraider, se compléter, etc. Et vraiment créer une équipe forte de telle manière à ce que le jour où je pars en vacances, ou le jour où je suis malade, ou le jour où je dois changer de poste ou partir, en fait, mon équipe, elle est solide et elle tient quand même. Et moi, j'étais garante de ça. Donc ça, c'était ma conviction du manager, de la manager que j'avais envie d'être, que j'ai affiné aussi au fur et à mesure des années. D'accord. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, d'un point de vue très pratico-pratique, je pense qu'il faut se prévoir des temps d'échange avec chacun des collaborateurs de l'équipe pour les comprendre, les connaître, comprendre leur parcours, leurs aspirations, leur rôle dans l'équipe, peut-être leurs compétences, etc. Et puis aussi expliquer qui, moi, en tant que manager, je suis. Pareil, quel est mon parcours, mes compétences, etc., etc. Qu'il y ait une rencontre, en fait, entre les deux. Et aussi, au cours de cet échange, ou en tout cas assez tôt dans la relation, définir la manière dont on va fonctionner à deux. Parce que ce qui est important, je pense, c'est d'organiser aussi un peu sa gouvernance de l'équipe. Et donc, une des bonnes pratiques, ça c'est pas un scoop, je pense, c'est d'organiser des one-to-one assez réguliers avec chacun des membres de l'équipe. Donc, des one-to-one généralement à maille hebdomadaire. Ça peut être un peu moins fréquent ou un peu plus fréquent en fonction du besoin de la personne. Mais justement, c'est ça. Et c'est de se dire, je prends l'exemple, mettons, Alexandre, tu vas être dans mon équipe demain. En fait, je vais organiser un point avec toi. Je vais me présenter. Je vais te demander de te présenter. Je vais te demander ce que tu attends de moi en tant que manager. Je vais t'expliquer aussi ce que j'attends de toi en tant que collaborateur, membre de l'équipe. Et puis, je vais co-construire avec toi nos modes de fonctionnement pour que je puisse t'apporter en tant que manager le plus de valeur. Donc, je vais te demander si tu as envie et tu as besoin surtout qu'on se voit toutes les semaines. Est-ce que c'est 1 heure par semaine, 1/2 heure par semaine? Ça peut être aussi 1 heure ou 2 heures toutes les 2 semaines. Peut-être si tu es un collaborateur qui est plus senior et qui a besoin d'être un peu moins suivi opérationnellement. Voilà, je vais te dire aussi ce que moi j'ai envie de t'apporter. Donc, définir pour chacun des membres de l'équipe un fonctionnement qui lui est propre et pas appliquer une méthode un peu toute faite. Ok, très bien. Voilà. Tu as d'autres choses à ajouter sur les débuts, bien réussir ses débuts, ou on passe à une autre question? Après, il y aurait plein d'autres choses. Ouais. Moi, je pense qu'il y a peut-être
un dernier conseil que je peux donner, qui n'est pas forcément lié au management en tant que tel, mais qui est lié peut-être à ce que moi j'ai pu voir et ce que j'ai pu vivre aussi en tant que manager, c'est la gestion du temps. La grosse difficulté quand on est manager, c'est la gestion du temps. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas se laisser déborder par la charge de travail et le nombre de sollicitations qu'on peut avoir. Notamment quand on est jeune manager, on passe d'un modèle où on a nos dossiers à gérer et on les maîtrise et puis on maîtrise notre temps à généralement non seulement on a des dossiers à gérer quand on est manager, mais en plus on a toute notre équipe à gérer et par extension les dossiers de notre équipe à gérer. Et ça peut être très chronophage si on ne met pas justement des bons modes de fonctionnement avec les membres de notre équipe au début, s'il y a des moments où on ne met pas de stop, et si on est tout le temps dans l'exécution. Je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir aussi des moments de prise de recul, des moments sans rendez-vous, sans réunion. Moi, je sais qu'en tant que manager RH, j'étais tout le temps en réunion. Et en fait, au bout d'un moment, oui, je faisais avancer des sujets en réunion, mais moi, mes propres sujets et ma prise de recul, je la faisais jamais. Et je m'étais instauré une règle qui était le mercredi, en milieu de semaine, c'est une journée où je n'ai aucune réunion. Et généralement, j'étais aussi en télétravail. Comme ça, c'était vraiment la journée pour moi où j'avais du temps devant moi pour reprendre ma to-do, mes priorités, avancer sur des sujets de fond, préparer des entretiens que je devais avoir avec soit des personnes avec lesquelles je travaillais, soit des entretiens plutôt RH avec mes équipes, etc., etc. Et donc vraiment bien se sanctuariser ce temps-là. Donc après, chacun a ses modes de fonctionnement. Moi, c'était le mercredi, mais il y en a d'autres, ça va être à d'autres moments. Mais vraiment, bien faire attention, et ce, dès le début, à bien se sanctuariser un temps pour prendre du recul. C'est vraiment pas de la perte de temps. Au contraire, on gagne en sérénité et en énergie en faisant ça. Très bien. Alors, je voulais te poser la question aussi de comment faire face à des situations difficiles avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus qu'effectivement, le management doit être le plus possible horizontal, qu'on doit accompagner le collaborateur, le faire progresser, être positif, un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Mais parfois, le collaborateur ne répond pas aux attentes, aux objectifs. Comment on peut aborder cette situation qui forcément n'est pas évidente, puisqu'on va du coup lui mettre face à ces difficultés. Quelle est ta vision là-dessus, ou tes conseils? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je pars du principe que chacun fait de son mieux en entreprise et qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. J'aime à croire ça, donc peut-être que pour certains, c'est pas le cas, mais je pense quand même que pour la majorité des gens, ils cherchent vraiment à faire de leur mieux au quotidien. Donc ça veut dire plusieurs choses. Si quelqu'un n'arrive pas à bien faire son job, ça peut vouloir dire que ça ne l'intéresse pas, ça peut vouloir dire qu'il ne comprend pas, ça peut vouloir dire qu'il n'y arrive pas au sens où il n'a pas les moyens ou la compétence ou le temps pour le faire, etc. Et donc, moi, je démarrerais un échange avec un collaborateur en lui demandant vraiment sans animosité, sans émotion, sans reproche, de manière très factuelle, en lui disant voilà, tu devais, si je reprends comme on est sur le podcast Les Héros de la Vente, je vais prendre quelqu'un qui doit faire, je sais pas, 10 rendez-vous par semaine, il n'y arrive pas, il est à 5 ou à 6 toutes les semaines par exemple. Je vais provoquer un échange avec lui et je vais lui dire voilà, Toto, je voulais te voir parce que ça fait plusieurs semaines, je me rends compte que tu n'atteins pas tes objectifs et par ailleurs tu ne viens pas m'en parler. Donc je voudrais savoir ce qui se passe, comment tu vis la situation et toi quel est ton diagnostic de cette situation. Et en fonction de ça, continuer à lui poser des questions pour savoir comment il vit, comment il s'y prend, vraiment faire un diagnostic le plus précis possible pour voir où est le problème et comment lui l'exprime. S'il dit non mais moi en fait il n'y a pas de problème, je fais de mon mieux et je suis pas au 10 mais je suis au 5 et je peux pas faire plus. Je lui explique aussi pourquoi c'est important de faire 10. Je me remets en question
pour savoir est-ce que il a vraiment la capacité de faire 10 ou pas. Est-ce que mon objectif déjà est bien réalisable, atteignable pour ce collaborateur au regard des moyens qu'il a. Et puis, moi, je vais avoir envie de le suivre un peu de plus près, pas pour le micromanager, mais pour le voir. Donc, je vais peut-être aller en rendez-vous avec lui sur le terrain, je vais peut-être voir comment il fait de la prospection, je vais l'inviter, je vais lui dire, bah écoute, moi, cette semaine, tu vas être ma priorité et je t'assure qu'on va, ces 10 rendez-vous, on va les obtenir et je vais t'aider. Et là, je me positionne vraiment comme un coach, comme une aide à ses côtés. Donc voilà, donc ça, c'est des premières, des premières pistes. Je sais pas si ça commence à répondre à ta question. Est-ce que tu veux qu'on approfondisse ? Oui, alors donc j'ai bien aimé le fait de lui poser des questions comme comment tu vis cette situation, quel est ton diagnostic, un peu comme dans la vente, hein, tu vas poser des questions assez ouvertes pour établir ton diagnostic, comprendre les besoins et rentrer en contact émotionnel avec ton interlocuteur. Là, c'est un peu la même chose. Et j'avais fait une formation hein, sur la gestion des entretiens difficiles en management. Et souvent, on partait effectivement d'un fait, donc par exemple ne pas remplir ses objectifs. Ensuite, d'un sentiment, donc quel est ton sentiment, mais aussi quel est mon sentiment moi en tant que manager. Je peux donner aussi qu'est-ce qui se passe moi dans ma tête. Et effectivement, là, on peut parler de la gestion du temps. Peut-être que j'ai pas assez de temps pour t'accompagner. Je vais essayer d'y remédier, etc. Ou je sens que tu y mets pas trop du tien. Enfin voilà, on donne son sentiment. Peut-être qu'on se trompe aussi. Et ensuite, arriver à une collaboration. Qu'est-ce qu'on met en place pour passer de ce point A à un point B où toi comme moi, on sera content. J'avais fait ce type d'exercice-là, ça m'avait bien aidé. Alors bien sûr, là, je vous le fais de manière hyper rapide, mais c'était 2 jours de formation, donc c'était bien plus complexe que ça. Mais j'aime bien l'idée de poser des questions pour avancer. C'est un peu toujours la même chose. On n'a pas la science infuse, donc c'est en posant des questions qu'on va mieux appréhender la situation. Ouais, exactement. Exactement. Et puis, quitte à se dire, bah écoute, on y va step by step. Peut-être que 10 rendez-vous par semaine, c'est trop. Donc, moi, j'aimerais bien que là, tu es à 5. J'aimerais bien que la semaine prochaine, déjà, tu atteignes 7. Comment tu fais pour atteindre 7 ? Et puis voilà, être comme ça dans un accompagnement. Et puis, je conseille aussi de ne pas laisser la personne seule face à sa problématique. Régulièrement, peut-être dans la semaine, faire des petits points avec lui pour savoir où il en est, les difficultés qu'il peut rencontrer, et puis le débloquer et toujours peut-être lui réexpliquer à quoi vous servez en tant que manager. Dire, moi, je suis pas là pour faire un relevé de compteur. Ça m'amuse pas de faire un relevé de compteur et de te pointer du doigt que t'es pas à 10. Par contre, je veux vraiment t'aider et te faire développer cette compétence-là. Et donc, mon objectif, ce n'est que ça. Si tu n'y arrives pas, comprends pourquoi tu n'y arrives pas et t'aider à développer cette compétence. Et peut-être à un moment donné, c'est l'objectif qui est trop et dans ces cas-là, on revoit. Mais voilà, y aller step by step en fait. D'accord, très bien. Alors, en préparant cet épisode, tu me disais aussi l'importance de bien choisir son entreprise parce que tu postules à un poste de manager, on t'embauche, il faut que tu fasses de ton mieux, mais avant de commencer ton poste, il faut que tu postules. Et là, le choix de l'entreprise peut être aussi déterminant pour réussir son poste de manager. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi tu voulais qu'on parle de ce thème ? Ouais, parce que j'ai vu des personnes se précipiter ou ne pas être bien au courant de ce qui pouvait les attendre dans l'entreprise et donc du coup ne pas faire le bon choix de poste et finalement se retrouver dans des entreprises où ils ne vont pas être en adéquation avec les valeurs, avec le fonctionnement de l'entreprise ou même être en difficulté en fait dans les modes de fonctionnement. Donc, et je trouve ça dommage parce que y a beaucoup d'entreprises en France et à l'international et donc il y en a forcément une qui a un mode de fonctionnement qui peut nous convenir et quand on est dans un environnement qui nous convient bien et dans lequel on s'épanouit, bah, on est forcément meilleur, on est plus performant, on a souvent plus de confiance en nous, on progresse plus vite, etc. Donc voilà, et puis s'il y a bien quelque chose que je retiens de mes expériences, de mon expérience de RH, c'est que
un collaborateur, moi je travaillais dans le monde du conseil, pouvait ne pas être un bon consultant, en tout cas ne pas performer dans le rôle de consultant, mais ensuite changer d'entreprise et finalement être très performant dans une nouvelle entreprise parce que le job, voilà, les modes de fonctionnement, ce qu'on lui demandait de faire lui correspondait mieux. Donc ne jamais se dire telle personne, il est nul, point. Par ailleurs, c'est un jugement de valeur qu'on émet sur quelqu'un, donc c'est pas très positif, mais on n'est jamais nul, point barre. On est toujours moins performant ou peu performant dans une situation donnée. Donc ça, c'est un premier point. Ouais. Là Vas-y. je te coupe. C'est vrai que là, on revient un peu à l'histoire des personnalités. C'est que on le voit bien, même dans sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'on peut être très à l'aise dans un groupe de personnes et pas du tout à l'aise avec un autre groupe de personnes. Et moi, je me Ouais. rappelle, par exemple, dans mon expérience personnelle, quand j'étais étudiant, je suis allé en Afrique pendant 2 mois pour faire un chantier humanitaire. Et je me suis retrouvé avec un groupe de Français où j'étais que avec des timides. Et c'était assez impressionnant parce que je pouvais aussi être timide à l'époque, mais du coup, j'avais un peu le rôle du bout en train permanent, ce qui n'est pas forcément ma personnalité dans d'autres environnements ou avec d'autres personnes, où j'aime bien l'humour, j'aime bien pratiquer l'ironie, etc. Mais de là à faire tout le temps des blagues, mais là, je sentais en fait dans ce groupe-là de timides qu'il fallait que je me mette un peu en avant pour débloquer un peu la timidité de chacun et qu'on se parle et que les gens se sentent bien. Donc ça dépend Ouais. vraiment, comme tu l'as dit, de l'environnement dans lequel on va évoluer. Certains vont nous correspondre parfaitement et d'autres pas du tout parce que ça correspond pas à ton mode de fonctionnement. Exactement. Et ça, je pense que moi, ce que je conseille, c'est de ne pas se précipiter à accepter un job dans une entreprise qu'on sait ne pas nous convenir, même si c'est pour 6 mois, 8 mois, 1 an, parce qu'en fait, ça fera des dégâts. Ça fera des dégâts déjà pour l'entreprise, enfin, c'est une perte de temps, et ensuite, ça peut faire des dégâts parce qu'on peut vraiment ne pas se sentir bien et perdre confiance en soi. Donc, moi, c'est vraiment mon conseil, c'est bien prendre le temps de choisir l'environnement dans lequel on va évoluer, parce que c'est tellement plus sympa quand on évolue dans un environnement qui nous correspond que c'est dommage de passer à côté. Ouais. Et souvent, cette question-là, elle revient aussi souvent sur, tu vois, la typologie des entreprises. Par exemple, passer d'un grand groupe à une start-up, ou au contraire, passer d'une start-up à un grand groupe, le changement peut être assez violent parce que un grand groupe, on a tout à disposition, du matériel, des services, un service RH, etc. Tout est bien cadré, ficelé, etc. On va passer dans une start-up où, en gros, bah, il va falloir que tu ailles acheter du PQ pour les toilettes. Ouais, J'exagère à peine, quoi. Donc, il faut exactement. aussi savoir ça et bien y réfléchir. Et c'est vrai que des fois, on n'y pense pas du tout quand on postule à un job. Ouais, exactement. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, très bien. Est-ce que toi, dans les interviews que tu as fait dans Chef, est-ce que tu y a des pratiques managériales innovantes ou anciennes qui t'ont marqué et où tu te dis ça, c'est vraiment intéressant ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques que tu vois revenir assez souvent et que tu pointes du doigt dans ton podcast? Alors non, il n'y a pas de mauvaise pratique. Dans les bonnes pratiques qui reviennent très régulièrement, donc j'en ai déjà parlé, c'est les one-to-one réguliers adaptés à chaque personne de son équipe. Euh, Ensuite, dans les, dans les autres bonnes pratiques, j'en ai aussi parlé, c'est de faire avec euh, des membres de son équipe, c'est-à-dire de, de faire une mission, une action, suivre un dossier, gérer un sujet ensemble. Et je trouve qu'on ne connaît jamais assez bien des membres de son équipe et une bonne manière de bien les connaître, c'est finalement de travailler ensemble, pas Ouais. uniquement de les manager, mais vraiment de faire ensemble. Ouais, dans la Donc, vente, il y a la pratique ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire se mettre derrière son commercial. Alors en visio, c'est encore plus facile, on peut enregistrer le rendez-vous pour voir comment le commercial organise ses rendez-vous et le ouais, conseiller après le débriefer.
Exactement. Donc ça, je trouve que c'est une super pratique. Ensuite, d'autres pratiques, je sais pas si on les a abordées dans Chef. En tout cas, moi, des pratiques que j'aimais beaucoup faire quand j'étais manager, c'est la pratique du co-développement, Ouais. où finalement c'est une pratique d'intelligence collective où au sein d'une équipe, euh, sur un laps de temps donné, donc on va dire par exemple sur 1 heure et demie de réunion d'équipe, on a à tour de rôle des membres de l'équipe, un membre de l'équipe qui expose sa problématique et qui dit bah voilà, moi en ce moment ma problématique c'est par exemple je suis très bon dans la prise de rendez-vous, par contre j'ai du mal à closer mes dossiers. En particulier ce dossier-là qui est très important pour moi parce que client très stratégique, gros montant ou autre, j'aimerais bien que vous m'aidiez à euh, identifier les bonnes pratiques qui me permettraient de closer ce dossier. Et en fait, donc la personne qui amène ce problème, lui, il a le rôle du client et les personnes en face de l'équipe qui vont réfléchir à son problème ont le rôle de consultant. Dans la méthode, c'est comme ça. Et finalement, chaque consultant ou petit groupe de consultants va bûcher 15-20 minutes sur la problématique du client et va restituer leurs idées. Et ensuite, le client, du coup, va repartir avec tout un tas d'idées qui viennent des autres membres de l'équipe et va faire un peu son marché et va dire, OK, bah, merci beaucoup, ça, je le sens bien, ça peut être moins bien, mais ça m'a fait réfléchir, etc. Et en fait, en un temps très court, en un temps peut-être tout cumulé de 40 minutes, 45 minutes, on arrive vraiment à mobiliser l'intelligence collective et à trouver des solutions très concrètes qui vont vraiment aider la personne qui en a besoin. Par D'accord. ailleurs, ça a un autre atout, c'est que ça, ça fait prendre conscience à chacun de la problématique qu'il peut avoir et de la problématique qu'il a envie de soumettre au groupe. Donc voilà. Donc D'accord. c'est Donc, c'est assez intéressant. pour résumer, tu fais un point d'équipe, tu demandes à quelqu'un d'exposer sa problématique, chacun prend 10-15 minutes pour réfléchir et apporter une réponse, et la personne qui a exposé sa problématique repart avec un certain nombre de conseils à appliquer dès le lendemain. Exactement. Et la méthode, elle est intéressante parce qu'il y a des vrais temps d'écoute. En fait, c'est pas des temps de débat, mais c'est Ouais. vraiment des temps de réflexion et d'écoute. Et donc voilà, ça c'est chouette. Mm. Alors, je te pose une question, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse, tu vas me dire ça dépend des environnements, des entreprises, etc. Mais quand même, un manager, en moyenne, jusqu'à combien de collaborateurs il peut manager raisonnablement dans une entreprise? Alors j'imagine, encore une fois, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais quand même, j'aime bien, tu vois, avoir une vision un peu claire à partir d'un certain nombre de Ouais. collaborateurs. C'est plus possible, il faut ce qu'on appelle le middle management, donc des gens qui vont faire un peu l'intermédiaire. Est-ce que tu as une idée un peu là-dessus ou pas du tout? Ouais, j'ai une idée, bien sûr. Moi, je trouve que au-delà de 10, c'est très compliqué. Ouais, 10 personnes en râteau, au-delà, c'est très compliqué. En tout cas, sur un temps long. Et ensuite, je trouve que le nombre idéal, c'est entre 5 et 7. En tout cas, je pense que ça dépend aussi des personnalités des managers et puis de ce qu'on lui demande aussi de faire. Mais voilà, je trouve qu'entre 5 et 7, c'est pas mal. Ça se gère plutôt bien. Ça permet d'avoir de la diversité dans les profils. Euh, voilà. Par contre, il faut un peu de temps quand même pour, euh, pour manager 5-7 personnes. Au-delà de 10, je trouve que vraiment, tu peux pas bien suivre tes collaborateurs, t'es un manager un peu fantôme, quoi. Donc je trouve ouais, que c'est un peu une erreur. Ouais. d'accord. C'est C'est un peu. possible sur un temps court, mais sur un temps long, je trouve ça dommage. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le même schéma que dans les. Moi, je suis dans le monde de la formation professionnelle et souvent les formations, tu vois, en présentiel ou à distance, souvent les formateurs te disent au-delà de 10, c'est compliqué. Chiffre idéal, c'est ça, ouais, c'est 7, allez, 8, ça peut se gérer, mais au-delà, compliqué à gérer une formation parce que trop de monde. Donc, c'est intéressant de voir que dans le management, on Oui, retrouve un peu ces chiffres, ouais, enfin, ces nombres. c'est c'est vrai. Et tu vois, pour le coup, il y a à la fois le nombre peut-être maximum, mais il y a aussi le nombre minimum. Finalement, si
tu peux être manager de une ou deux personnes, mais moi, quand j'étais dans le conseil, je trouvais que c'était intéressant pour un manager d'avoir quand même une équipe de 4-5 personnes pour vraiment qu'ils sentent ce que c'est que le rôle de manager. Sinon, si c'est juste un pilotage de 2-3 personnes, c'est une charge qui est un peu trop faible finalement dans sa semaine ou dans sa journée pour vraiment qu'il puisse progresser sur des actions de management. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, très voilà. bien. Après, en Écoute, fonction des tailles d'équipe, bien sûr, si tu es dans une startup de 10, c'est compliqué d'être manager de 7-8 personnes. Hein, ouais. mais Bah écoute Sophie, c'est noté, on va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet du jour ou pour toi on a fait un bon petit tour de ces questions-là? peut-être une chose qui m'a marquée et qui m'a vraiment intéressée avec notamment le podcast Chef, c'est que le rôle de manager, c'est super. Enfin, je trouve que ça apporte beaucoup de choses, mais par moment, on n'a plus envie de l'être. Soit à un moment donné de notre carrière, on n'a plus envie d'être manager, soit c'est pas, un passage qu'on a envie par lequel on a envie de passer, un rôle par lequel on a envie de passer dans notre carrière, et c'est ok. Et donc moi, j'aurais envie de dire aux gens qui aiment leur rôle de manager, c'est super. Profitez, améliorez-vous, testez des choses, voilà, vraiment prenez du plaisir avec vos équipes. Le jour où vous n'avez plus envie d'être manager, c'est ok et vous ferez autre chose et vous pourrez très bien vous définir un nouveau rôle dans l'entreprise tout aussi intéressant et tout aussi amusant. Donc voilà. J'avais fait un épisode sur ce sujet-là avec Laurent Brouat qui avait vraiment été avait beaucoup marqué les gens et on avait reçu et à Laurent et à moi beaucoup de remerciements parce qu'on avait des auditeurs qui n'osaient pas en fait sortir de la posture de manager. Donc, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est important à dire. C'est pas une fin en soi d'être manager. Ouais, Laurent qui va sans doute passer aussi dans ce podcast et qui a un super podcast qui s'appelle L'Apprenti, que je Oui, vous invite à écouter, qui est vraiment bien fait. Ouais. ouais, super. Bah écoute, c'est noté Sophie, je vais te poser quelques questions encore et puis je vais te libérer. Ouais. En termes de contenu, est-ce que tu as quelque chose à conseiller aux auditeurs? Alors ça peut être sur le management ou sur d'autres choses, si tu as des idées qui te passent par la tête. Alors, moi, je pense que les contenus qui m'apprennent le plus ou qui me font le plus réfléchir et qui sont faciles à, à intégrer, peut-être, c'est les vidéos TED. Ah oui, Euh, donc c'est peut-être un peu bateau comme conseil, mais parfois moi quand je sais pas trop où regarder, quoi regarder, voilà, j'ai pas trop d'idées, je vais sur le site de TED et je regarde des vidéos et je suis sûre que c'est du contenu de qualité et que je vais forcément découvrir quelque chose qui va m'aider au quotidien dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnel. Donc voilà, moi c'est vraiment le contenu euh, un truc facile mais super efficace. ouais, c'est vrai que TED c'est vraiment top. Ça fait un moment que j'ai pas regardé de vidéo TED, tu m'as redonné envie là. Après au-delà du contenu, tu as des outils ou des routines qui vont t'aider au quotidien? Des outils et des routines. Moi, j'ai gardé ma routine que j'avais quand j'étais manager. C'est le mercredi, pas de réunion. Ouais, Très peu de rendez-vous. J'essaye pour vraiment avoir une journée focus sur ce que je dois faire, avec des moments dans la semaine, notamment le lundi matin et le vendredi après-midi, où je me mets à jour ma to-do list et mes objectifs pour la semaine et la semaine qui vient. ouais. Et ensuite, j'aime bien commencer au moins 2 à 3 jours par semaine par un cours de yoga ou une méditation un peu longue de entre 40 minutes et 1 heure et demie. Et donc, ça me donne énormément d'énergie pour ma semaine. Voilà, ça c'est ma routine aussi. Ok, très noté.
Pardon, très intéressant. Ou c'est noté. C'est le mix. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu as une compétence qui te manque et que tu aimerais bien avoir pour avancer dans ta carrière ou tes ambitions? Eh bien, la compétence que je cherche à acquérir, c'est celle du copywriting, Ouais, que je dois l'avouer, découvert en créant ma boîte, parce qu'en fait, quand j'étais RH, ça me servait pas trop. Enfin, et j'en suis désolée. Enfin, ça aurait pu beaucoup plus me servir et j'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Donc voilà, mais là aujourd'hui, pour finalement créer des pages de vente, créer des posts LinkedIn qui vont me permettre de bien diffuser mes convictions sur notamment des sujets de management et de production de podcasts. C'est quelque chose sur lequel je m'entraîne et qui est pas évident en tout cas. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi la compétence qui non seulement m'intéresse, mais que je trouve utile à tous les points de vue. bah écoute, il y a un épisode sur le copywriting avec un auteur, l'auteur du guide du copywriting qui va sortir dans les héros de la vente. Donc je te l'enverrai dès qu'il sort. Il est déjà Ça enregistré. va être trop chouette, ouais. Voilà, il sera sans doute publié avant le tien. Effectivement, moi aussi, je m'intéresse pas mal à ces sujets parce que, en fait, tu vois, aujourd'hui, dans notre ère digitale où il faut énormément écrire, que ce soit des mails, des blogs, des posts LinkedIn, l'art du copywriting, ça devient un bel outil, ouais. Ouais, alors de convaincre par l'écrit, c'est important, ouais. Mm. Et enfin, bah, voilà, on est déjà à la dernière question. Je te laisse la possibilité d'inviter quelqu'un dans ce podcast. Tu invites qui? Attends, j'avais pas réfléchi à cette question, c'est intéressant. Qui est-ce que j'invite dans ce podcast? Et en fait, j'y avais pas complètement réfléchi, mais j'avais envie de te proposer un invité qui est un collègue de mon mari, en fait, qui s'appelle Ouais, Nicolas Lafont et qui est d'accord. le président d'une start-up, d'une fintech qui s'appelle Nancéo. Ok. Et il est aujourd'hui directeur commercial dans le cadre de la reprise de la présidence de cette fintech et des échos que j'ai de par mon mari. Il fait des choses super chouettes, à la fois avec des beaux enjeux commerciaux et des beaux enjeux managériaux aussi. Donc je me disais que ça pouvait être quelqu'un d'intéressant pour toi et pour lui aussi. Bah écoute, très bien, Sophie. Tu me mettras en contact avec Nicolas et ce sera un prochain Ouais, invité des héros de la vente. Écoute, on a fini l'épisode. Merci beaucoup. Tu vois, on a tenu le timing. Je t'avais dit 45 minutes. On est dedans. c'est parfait. Merci beaucoup Alexandre, c'était un vrai plaisir de parler de ces sujets avec toi. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Sophie si vous voulez parler de management, mais aussi de podcast, et notamment si vous voulez créer votre podcast d'entreprise. Sophie, on peut te joindre sur LinkedIn, j'imagine? Exactement, sur LinkedIn, Sophie Plumer. Ok, C'est peut-être le plus simple pour tout le monde. ouais, parfait. Et n'oubliez pas, avant de raccrocher vos écouteurs, vous pouvez noter le podcast 5 sur 5, ça nous aide énormément, et vous abonner à la newsletter Les Chroniques de la Vente. Sophie, à bientôt. À bientôt Alexandre. Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site l'héros-de-la-vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.